vulnérables en Isère. C'est un événement qui est organisé par un ensemble de partenaires locaux, acteurs de l'accompagnement et du logement, dont Apsis, l'association des bailleurs sociaux de l'Isère, la Fondation Abbé Pierre, la Fédération des acteurs de la solidarité, la FAPIL, Fédération des acteurs par l'insertion par le logement, et le groupement des possibles. Et un nombre important d'autres associations qui se sont mobilisées pour pouvoir intervenir et faire vivre cet événement autour de ce grand enjeu que représente l'accès au logement des plus vulnérables. L'ensemble de ces webinaires est en accès gratuit sur inscription et il a été articulé autour de 4 thèmes. Donc, mieux connaître les besoins sociaux pour agir, avec 2 conférences qui se sont tenues lundi dernier, à la fois sur la question des oubliés des politiques sociales et un autre qui était plus précisément sur les impacts de la crise sur les plus précaires et les mal logés. Je vous encourage à aller visionner les replays qui sont déjà disponibles sur le site d'Un Toit pour tous. Il y aura également des cahiers sur les grands chiffres clés pour mieux appréhender ces enjeux autour de l'accès du logement pour les plus vulnérables et 5 cahiers qui seront relatifs aux impacts de la crise sur les plus précaires. Le deuxième thème qu'on a souhaité aborder lors de cette semaine, c'est de se poser la question de savoir si le logement social permettait de loger les plus vulnérables. Donc, on a accueilli sur ce thème à la fois le vice-président d'Apsis et François Mollard, qui est le directeur du foncier de l'habitat. Je vous conseille à aller visionner cette séance qui était très enrichissante et instructive sur cette question du logement social. Un autre temps d'échange qui sera consacré à un retour concret d'expérience d'élus aura lieu cet après-midi à 14h. Le troisième thème qui nous réunit aujourd'hui concerne l'accompagnement social lié au logement. Pour loger les plus vulnérables, il peut y avoir des besoins d'accompagnement. Pour aborder cette question, une conférence sur les grands enjeux a eu lieu mardi après-midi. Et un webinaire plus concret sur la question de l'accompagnement vu par les bailleurs s'est déroulé hier à 14h. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir ce matin à 10h l'équipe de Totem et Un Chez Soi d'abord, 2 expériences grenobloises qui aident concrètement les personnes vivant dans la rue à accéder directement à un logement. Le dernier thème que l'on a souhaité aborder concerne l'attribution des logements. Comment s'organise-t-on en Isère pour répondre aux besoins ? Sur cette thématique, une conférence a eu lieu avec brio, qui a expliqué des fois cette boîte obscure que peut représenter l'attribution des logements hier à 16h15. Et cet après-midi, un focus sur la location active sera réalisé. Donc, n'hésitez pas à consulter la page d'Un Toit pour tous pour visionner les replays de ces différents webinaires qui se sont déjà déroulés ou vous inscrire à ceux de cet après-midi si vous avez du temps. Et aussi à la clôture, je vous invite vraiment à assister à la clôture vendredi à 14h qui fera la synthèse de l'ensemble de ces webinaires et qui débattra des grands enjeux avec la présence de grands témoins, le directeur de la FAS, Florent Guéguen, René Dutré, le secrétaire au comité pour le logement des personnes défavorisées, Evelyne Guétras de la FAPIL, qui est administratrice, et enfin Isabelle Rueff concernant l'Union sociale de l'habitat. Je crois que je vous ai tout dit. Si, il me manque encore une petite info pratique. La métropole grenobloise a ouvert la conférence intercommunale du logement qui a lieu demain en principe. Donc, voilà, c'était pas voulu, mais demain matin, vous avez la conférence intercommunale du logement qui est ouverte à tous les participants du webinaire. Donc, vous pourrez rencontrer les élus qui travaillent sur ces questions au quotidien au niveau de la métropole grenobloise. Donc, n'hésitez pas aussi à vous inscrire via le site d'Un Toit pour tous pour assister à la CIL, la conférence intercommunale du logement. Je vous rappelle quelques règles du jeu et je passe la main à Nicolas pour débuter concrètement ce webinaire. Donc, tous vos micros sont éteints, c'est le format webinaire, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal, vous n'avez pas accès à votre micro. En revanche, vous avez bien évidemment la parole. Donc, si vous voulez vous exprimer en direct et poser votre question, vous nous le signalez en levant la main. Nous, on peut vous ouvrir à ce moment-là, on vous ouvrira le micro et vous pourrez poser votre question en direct. N'hésitez pas, par ailleurs, à poser vos questions via le Q&R, le module Q&R, plutôt que le chat. Ça nous facilite le traitement des questions
à la fois pour l'animateur et pour moi en modération. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et prioritairement sur le QR. Et si vous voulez vraiment intervenir, mais le temps va être assez serré au niveau et faire un témoignage, on peut aussi vous basculer en mode conférencier pour que votre caméra soit aussi ouverte. Donc, n'hésitez pas à nous le signaler si vous avez vraiment un message particulier à faire passer et qu'on a le temps de vous, de vous donner la parole sur ce webinaire. Donc, je vous souhaite à tous un bon webinaire. Merci aux intervenants et merci à l'animateur Nicolas Berru, à qui je passe la parole pour ce webinaire. Merci. Merci Anissa. Bonjour à tous, Nicolas Berru. Donc j'ai le plaisir d'animer ce webinaire qui va être consacré donc à un échange de pratiques et qui a été nommé "De la rue au logement, les enseignements de deux expériences grenobloises". Voilà, donc l'idée, ça reste de rendre compte vraiment concrètement de ces deux expériences qui s'inscrivent dans le déploiement d'un modèle d'intervention sociale qu'on appelle le logement d'abord. Et donc, ce qu'on s'est dit en préparant ce webinaire, c'était qu'il ne s'agissait pas de faire l'apologie du modèle logement d'abord, mais plutôt d'avoir un retour critique d'une expérimentation avec la chance qu'on a, que vous avez, parce que je ne suis pas du tout grenoblois, mais que vous avez à Grenoble, de deux mises en pratique de ce modèle anglo-saxon qui arrive en Europe à partir des années 2000-2010. Voilà, donc j'ai été chargé de l'animer en tant que bricoleur social et chercheur. Donc je vais me présenter très très rapidement, mais l'idée, c'est pas tant que moi j'intervienne par rapport à mes champs de réflexion, mais vraiment plutôt de donner la parole aux intervenants. Donc ils se présenteront bien évidemment, mais en deuxième partie, mais on salue Stéphanie Mirande de Totem et Carole Tessier et Claire Séverin d'un Chez Soi d'abord qui présenteront et leur expérience justement et se présenteront également. Donc simplement pour moi, je suis travailleur social. J'ai beaucoup travaillé et longtemps travaillé dans le secteur de l'hébergement et du logement, soit dans des associations militantes, soit dans des collectivités locales. Et je m'intéresse depuis une dizaine d'années à l'émergence des droits fondamentaux dans la pratique du travail social. Ça, c'est mon objet un peu général et mon terrain d'enquête et d'observation reste l'hébergement. Et évidemment, l'émergence du droit au logement opposable, du droit à l'hébergement opposable, mais également l'apparition de ce modèle qui a comme principe fondamental le logement comme un droit fondamental et qui, du coup, en fait non pas une fin, mais un moyen, on y reviendra, dans la pratique d'accompagnement et notamment dans les structures d'hébergement qui s'ancrent dans ce modèle-là. Alors, en travaillant sur cette présentation, sur cette organisation du webinaire, on a fait des choix d'animation. Le premier, c'était de partir d'un documentaire réalisé par la FEANSA qui porte en Europe, qui est une fédération d'acteurs de la solidarité, mais à l'échelle européenne, et qui porte le déploiement de ce modèle, et donc qui ont réalisé un certain nombre de petits documentaires, dont un présente les 8 enjeux principaux du logement d'abord. Et on trouvait que c'était intéressant de partager en début de webinaire cette vision qu'on peut appeler le modèle, en fait, et qui nous permettra d'avoir un étalon un peu théorique de ce qui est pensé comme un modèle au regard de la réalité qui vont être présentées. Et encore une fois, l'idée, ce n'est pas l'apologie du modèle, c'est vraiment d'être en critique par rapport à une expérience vécue. Donc ça, c'est le premier choix. On va lancer le documentaire, mais avant, le temps consacré à ce webinaire, on l'a plutôt pensé en séquence, et il y aura 4 temps. Plutôt que d'avoir une présentation d'une expérience, puis ensuite l'autre, on s'est dit que c'était plutôt intéressant d'imaginer un dialogue. Et pour le dialogue, ça va mieux pour le son. Et pour le dialogue, on a imaginé 4 temps que moi j'introduirai à chaque fois et qui donnera la parole à chaque
chacune des expériences et qui vous donnera aussi la parole pour pouvoir éventuellement poser des questions, faire des commentaires, même si l'avantage dans le contexte et la contrainte des visioconférences, c'est que effectivement le chat permet également de faire vos commentaires en direct et aussi, pour ma part, éventuellement vous répondre si j'ai des réponses à amener. Voilà. Donc, on va plutôt s'organiser sur cette forme d'animation avec comme vraiment fil conducteur pour nous, c'était que les praticiens de terrain rendent compte de cette expérience avec, encore une fois, pour les Grenoblois que vous pouvez être, l'intérêt de disposer de 2 expériences en cours qui me semblent intéressantes. La dernière chose que je reviendrai peut-être en conclusion sur l'existence de travaux de recherche qui peuvent intéresser les participants de la salle. Mais donc tout d'abord, on va lancer le documentaire réalisé par la FEANSA. Je vous remercie et je laisse le documentaire partir. On n'entend pas le son. On n'entend pas le son. On n'entend pas le son. Anne-Laure, le son, on ne l'entend pas. Ça ne sert à rien. On n'entend pas le son. Le son n'est pas… Je suis en train de chercher pourquoi je n'ai pas de son. Il fallait c'est en amont de la vidéo. C'est dans écran partage. Sinon, Attends. Et voilà, les aléas du direct. Non, mais en principe, on l'avait travaillé avant. Portion d'écran. En fait, sinon, moi, c'est bon, parfait. Merci Anne-Laure. Je vous en prie. Housing First is a recent innovation from the homeless sector. It uses housing as a starting point rather than an end point out of homelessness. In other words, it uses housing as an instrument of reintegration rather than a result of a long reintegration process. It enables homeless people with challenging support needs because of their mental health or addiction problems to stay in their own homes. Housing First is probably the most important innovation in homeless service design that there's been in the last 30 years. Developed in North America by Sam Decembris, based on earlier service models working with people with mental health problems. We've seen it spread across Europe. And despite all these differences in context, what Housing First enables us to do is to really get to a point where we can, for most people with complex need, solve their homelessness. There is a worry that Housing First means moving people, very vulnerable people, into housing and leaving them to cope on their own. Some people think that homeless people with high support needs cannot be housed, and some others think that Housing First is very expensive. And these are some of the misconceptions that are addressed in the guide. Whatever program calls itself Housing First must have access, immediate access, meaning, within a few weeks, to real housing, not the shelter, not something shared, not transitional, a place of their own, permanent, furnished. The person can have a sense of ownership about, and they pay some percentage of the money they have, if they have money, towards the rent, usually 30% or something like that. But it's real housing, usually integrated into the community, if that's what the person wants. If the person wants something else, then it's the housing that the person wants, not that the program prescribes. The other part of the program is the support services, and the support services need to be at a level of intensity that is prepared to meet the needs of the person. So if you're housing people with severe mental illness or health problems or addiction problems or all kinds of other problems, you should have on your team the ability either to provide those directly
like in an ACT team, or to broker for them in local community or clinics or other kind of community-based services. You're the broker of services. Housing First services successfully house approximately 8 out of every 10 homeless people with high support needs. Although the positive effects were not uniform, projects have reported stabilization and reduction in drugs and alcohol use, improvements in mental health, improvements in physical health, and social integration can happen in different areas. Housing First has also the potential to reduce costs for other services. Voilà, petite présentation rapide, mais qui, je trouve, permet de poser le décor et d'avoir un peu la référence dans laquelle ce modèle se déploie en France. Et donc, je vais tout de suite laisser la parole. On va commencer par Totem, pour qu'ils présentent un peu leur action. Ça va être le premier temps. Bonjour, donc je vais vous faire une présentation de Totem. Donc c'est vrai que comme on a pu le voir dans le film, le logement d'abord c'est une modalité d'accompagnement qui permet une sortie durable de la rue. Et donc ça tranche en fait avec le modèle existant du CHRS, du modèle en escalier. Donc l'accès au logement c'est un point et c'est un outil d'insertion et c'est plus une finalité dans l'accompagnement. Alors nous on n'est pas comme c'est inscrit dans le film, à 1 semaine pour obtenir un logement. On en parlera plus tard. Et on est sur des personnes qui financent à 100% leur logement et non pas à 30%. Donc nous, sur Totem, on applique le dispositif de logement d'abord auprès d'un public de sans-abri, qualifié de grands exclus, de grands précaires, avec des problématiques, avec une entrée, en fait, l'entrée dans le dispositif, c'est l'exclusion sociale. Donc c'est des personnes qui ont été exclues des dispositifs conçus pour les exclus, donc que ce soit pas d'accès à un suivi social, pas d'accès à l'hébergement. Et les 2 raisons principales de cette exclusion, ce sont la possession de chiens, d'animaux de compagnie et les conduites polytoxicomanes. Donc, on a aussi parmi les personnes qu'on accompagne des personnes avec des troubles psychiatriques, mais ça ne fait pas partie des critères d'entrée dans le dispositif, contrairement au chez-soi. Donc, nous, on se qualifie de service médico-social. Donc, l'objectif principal, c'est de permettre aux personnes d'accéder au logement. D'une autre manière, c'est de leur permettre d'appliquer leurs droits au logement. Et pour ça, on va leur proposer un accompagnement social global. Donc, cet accompagnement social, il est séparé du logement, c'est-à-dire qu'il y a une indépendance totale entre le logement de la personne et l'accompagnement. Et on va proposer aussi un accompagnement de santé, d'accès à la santé, d'accès aux droits communs. Parce que les personnes sans abri sont des personnes qui consultent essentiellement en urgence, les services de santé en urgence. Et là, tout un travail est proposé avec les personnes de leur permettre d'accéder à un service de santé, que ce soit un médecin traitant, ophtalmo, dentiste ou des soins spécialisés. Donc sur Totem, donc on existe depuis juillet 2012, on accompagne 25 personnes. Sur ces 25 personnes, on peut accompagner 4 personnes sans ressources avec la possibilité d'en ouvrir à court terme. Donc, de fait, les personnes sans droit ni titre, on ne peut pas les accompagner. Et les personnes de 18 à 25 ans, on va dire globalement, sans ressources, ne font pas partie du dispositif. Parce que travailler quand on est à la rue, c'est extrêmement difficile, donc elles sont sans ressources. On est sur des personnes qui sont seules ou en couple. On a fait le choix de ne pas accompagner des personnes qui ont la garde de leur enfant. Mais par contre, parce qu'en fait, dans ce public-là, bien souvent, ces personnes sont isolées et ont perdu le lien avec leur famille. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est quand il y a une intégration dans le logement, une installation dans le logement, souvent, c'est quelque chose qui apparaît, l'envie de reprendre contact avec ses enfants ou sa famille. Et dans ce cas-là, on peut accompagner dans ces démarches et réorienter. Si on revient sur l'historique de Totem, en fait, sur Grenoble, en fait, a été décliné parmi les 11 territoires pilotes pour la mise en application du logement d'abord en 2011.
Donc, nous, la réflexion, entre 2011 et 2012, il y a eu un comité de pilotage constitué des 4 associations fondatrices, des partenaires grenoblois, notamment de l'équipe mobile de liaison psychiatrie précarité et des financeurs nationaux, que ce soit un financement des DCS ou ARS, et puis d'autres financeurs. Donc, ce copilotage s'est constitué ensemble sur la base d'expertise de terrain, donc des 4 associations qui avaient, je le dirai plus tard, des connaissances de ce public et des problématiques liées au public. Et en fait, l'objectif, c'était de repérer les freins de l'accès au droit pour ce public-là et de mettre en place un service qui permette de lever ces freins. On s'est aussi appuyé sur un chercheur, les travaux du chercheur de Julien Lévy, sociologue, qui a fait toute une documentation sur le Housing First dans les pays anglo-saxons. Donc, il est allé rencontrer les services, les équipes, les travailleurs pairs. Et donc, il nous a ramené cette expérience, les constats, qu'est-ce qui permet la stabilisation dans le logement, quels sont les points forts. Et il nous a notamment apporté des documentations et des recherches sur la place, comment la personne accompagnée peut évaluer aussi le dispositif. Donc, la place de la parole de la personne pour que le service soit le plus adapté aux besoins des personnes et que les freins de l'accès soient levés au maximum. Les 4 associations fondatrices, elles portent chacune un volet particulier lié à leur expérience de terrain et à leur expertise. Donc, on a le Relais aux Anames qui porte le volet social et insertion. Donc, en fait, le Relais aux Anames avait, entre 2008 et 2011, un CHRS de stabilisation pour personnes avec chiens sur Grenoble. Et aujourd'hui, donc, le Relais aux Anames embauche le chef de service et les 2 éducateurs sur Totem. Donc, comme ça, je vous dis en même temps l'équipe. La deuxième association, c'est l'Oiseau Bleu. Donc, elle est sur une partie santé, santé des personnes précaires. Donc, elle embauche un mi-temps d'infirmière. La troisième association, c'est le Centre de soins Abbé Grégoire, un centre de santé, qui porte un aspect santé sur l'approche RDR, la réduction des risques et des dommages liés aux consommations de drogue, et sur le travail pair. Donc, elle embauche 2 travailleurs pairs et Un Toit pour tous nous apporte son expertise sur la captation de logements dans le privé via l'agence immobilière à vocation sociale. Donc, ces 4 associations portent le service, donc on a 4 directeurs et ça met en place une dynamique particulière et on est constamment en fait en train d'essayer de réaménager nos pratiques puisque ça fait 8 ans. Donc concrètement, le service a été créé en juillet 2012. Donc, ça fait 8 ans qu'on pratique et sur ces 8 années, on a ce souhait constant de pouvoir réévaluer nos pratiques, que ce soit au niveau régional ou national, échanger avec différents partenaires. On a été aussi source d'inspiration pour différents services de logement d'abord qui se sont constitués. Nous, on s'est beaucoup rapproché on a étudié de près en fait l'expérimentation du chez-soi qui a eu lieu de 2011 à 2016, qui était portée par la DIAL. Donc, on a suivi les expérimentations pour essayer de pouvoir en retirer aussi des éléments. On a rencontré l'équipe du chez-soi à Marseille. Donc, on a pu leur piquer un peu des éléments et des outils de travail qui sont dans le plan de rétablissement. Nous, on n'est pas un service orienté rétablissement, mais on a pu s'inspirer de quelques outils proposés dans ce dispositif. Et puis, on est en constante réflexion, que ce soit au sein des acteurs que vous citiez tout à l'heure, la Fondation Abbé Pierre, la Fédération des acteurs du social, la ville de Grenoble sur des thématiques. Voilà. Et on s'appuie sur la parole des personnes. Donc, c'est vrai qu'en fin de suivi, on aime bien avoir un retour des personnes sur comment vous avez vécu le service, qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce qui serait à modifier, à améliorer pour pouvoir constamment réorganiser tout ça. Voilà. Merci, je vais enchaîner vite parce que ça parle toujours beaucoup, les travailleurs sociaux. Donc, je laisse la parole à Claire. Merci Nicolas. Bonjour à tous.
Juste un petit rectificatif. Aujourd'hui, je suis accompagnée de 2 collègues, en fait, pour présenter le Chez Soi d'abord. Carole Tessier, qui a été citée, et également Laetitia Regat. Alors, je vais essayer de ne pas trop faire de redites, mais c'est aussi ces redites qui sont intéressantes et qui montrent les similitudes entre nos 2 dispositifs, qui sont extrêmement proches à travers leur histoire et leur développement. Et peut-être si répétition il y a, ce sera aussi pour accentuer justement des spécificités propres à ces dispositifs. Si je devais un petit peu nous situer, je dirais que le Chez Soi d'abord, bassin grenoblois, c'est en quelque sorte le petit cousin de Totem, avec des différences profondes. La première étant que nous sommes un dispositif d'État. C'est un axe de la mise en œuvre du plan du logement d'abord, 2018-2022, et à ce titre, c'est devenu un dispositif d'État. Stéphanie a cité tout à l'heure les expérimentations dans 4 villes de France, Marseille, Toulouse, Lille et Paris, entre 2011 et 2016, qui ont fortement inspiré Totem. Et ce qui est intéressant et ce que je voudrais souligner dans ces expérimentations, qui se sont aussi beaucoup inspirés du Housing First, donc de pratiques anglo-saxonnes, c'est l'évaluation qui a été tirée de ces expérimentations pour aussi faire la preuve de l'efficacité du modèle logement d'abord, Chez Soi d'abord. Et donc de tirer vraiment des informations qui permettent de dire oui, effectivement, ce dispositif peut faire une réelle différence sur la santé des personnes. En 2016, ce dispositif, donc suite aux 4 expérimentations, a été pérennisé. Et depuis 2018, eh bien, on voit à travers la France l'ouverture d'un certain nombre de dispositifs à Chez Soi d'abord, comme à Grenoble. C'est un dispositif d'État, mais c'est aussi une initiative locale, puisqu'il y a derrière le groupement médico-social Chez Soi d'abord, bassin grenoblois, eh bien, il y a 5 acteurs locaux qui sont l'association Point d'eau, le centre hospitalier Alpizère, donc l'hôpital de Saint-Égrève, le CCAS de la ville de Grenoble et l'Oiseau Bleu et le Relais aux Anames, qui sont effectivement derrière Totem également. En 2018, ces acteurs ont répondu à un appel à projet et le lancement du dispositif est intervenu début 2019. C'est donc un dispositif jeune qui s'est ouvert à Grenoble et qui, depuis début 2019, a monté la structure, monté l'équipe et commencé aussi à accueillir des locataires en son sein. Alors, à qui s'adresse le Chez Soi ? Stéphanie l'a également souligné. C'est un dispositif qui s'adresse à des personnes en situation de très grande précarité, des personnes à la rue, qui également souffrent de troubles psychiatriques sévères, de l'ordre de la schizophrénie ou les troubles bipolaires, mais c'est un élément et un critère central. L'ensemble des locataires du Chez Soi d'abord souffrent de troubles psychiatriques sévères, et c'est donc, en ce sens, un dispositif médico-social d'accès aux soins, de santé mentale aussi. D'ici la mi-2021, nous devrions arriver à 100 locataires, qui est le nombre de locataires calculés pour ce type de dispositif. Il y a également maintenant des variantes qui commencent à se disséminer en France dans des villes de moyenne importance. Mais en tout cas, pour Grenoble, c'est un dispositif qui s'adresse à 100 personnes et nous avons également aujourd'hui de l'ordre de 70 locataires dans le dispositif. C'est donc important aussi de bien souligner ce logement tel qu'il est compris par le dispositif Chez Soi d'abord, c'est un moyen, c'est le préalable à l'accès aux droits et à l'accès aux soins, et notamment aux soins de santé mentale. Autre élément important, c'est qu'on ne préjuge pas de la capacité à habiter des personnes. Et donc c'est ça aussi la rupture avec cette fameuse progression en escalier. Toute personne a les capacités d'entrer dans un logement et de s'y maintenir. Et on va travailler avec la personne là-dessus.
Pour terminer, je voudrais juste revenir sur quelques principes et modalités d'action qui sont propres au Chez Soi d'abord. Et c'est le fait que l'action du Chez Soi d'abord est centrée sur le rétablissement en santé mentale. C'est une approche positive, en fait, de la santé mentale et qui repose sur les capacités, les forces, la capacité d'agir de la personne, qui, en ce sens, peut-être, se met aussi un petit peu en porte-à-faux avec d'autres approches de la santé mentale. Et de là, en fait, de cette approche de rétablissement en santé mentale, vont découler un certain nombre de principes et de modalités d'action qu'on retrouve également chez Totem et qui sont propres à ce type d'approche. Le choix de la personne. Le choix de la personne, il est central. Elle choisit son agenda, elle choisit son offre de service. C'est le locataire qui conduit et nous, on est sur le fauteuil du passager. On va suivre, on va d'une certaine manière aussi accepter d'aller là où on nous emmène et d'aller aussi vers un petit peu l'inconnu que pourra présenter le locataire. C'est un accompagnement qui est donc extrêmement individualisé, spécifique à chacun des locataires et qui s'inscrit dans le quotidien des personnes. Elles ne viennent pas nous voir, nous allons chez elles, dans leur appartement, quelles que soient les conditions dans lesquelles est leur appartement. Ça aussi, c'est une rupture assez importante. L'accompagnement s'inscrit dans la durée. On est un dispositif du temps long. Les accompagnements s'inscrivent sur plusieurs, voire de nombreuses années. Donc ça aussi, c'est un élément important. Et il n'est pas coercitif. Il n'y a pas d'injonction faite aux locataires, par exemple, de se soigner, et notamment de recourir aux soins de santé mentale. On va, si la personne est en rupture, si la personne est loin, on va essayer d'accompagner la personne sur ce chemin. Mais en tout cas, il n'y a aucune injonction qui pourra lui être faite à son entrée dans le dispositif. D'autres aspects qui sont importants, qui découlent toujours un petit peu de l'idée de rétablissement, c'est aussi le fonctionnement d'une équipe du Chez Soi d'abord. Et tout d'abord, la pluridisciplinarité. L'idée, c'est une équipe avec des professionnels de tous horizons, différentes pratiques, du médical, du social, des travailleurs pairs. Et on va décloisonner ces pratiques et essayer de travailler sur un pied d'égalité et d'avoir chacun des membres de l'équipe qui peut, je dirais, faire prévaloir son opinion sans qu'aucune distinction ne soit posée entre eux. Beaucoup de réactivité, de flexibilité. Si l'agenda est fixé par le locataire, il faut pouvoir s'y adapter, il faut pouvoir rentrer dans son timing, dans son agenda, et donc être en capacité de s'adapter quasiment tout le temps. La multiréférence et le binôme, c'est aussi un élément important. Rien ne se fait seul. Tout se fait en équipe, ou si ce n'est en équipe complète, au moins en binôme. Mais rien ne se fait ou ne se décide seul dans l'accompagnement des personnes. Donc ça aussi, c'est une spécificité forte du Chez Soi d'abord. Et enfin, qui découle de cette multiréférence, de cette pluridisciplinarité, c'est l'horizontalité, je dirais, dans le fonctionnement de l'équipe d'accompagnement, hein, et que j'ai un petit peu mentionné tout à l'heure, en se disant que voilà, on a un fonctionnement où toutes les voix ont une portée, toutes les voix peuvent être entendues, et toutes ces voix vont pouvoir s'accorder pour le meilleur accompagnement des personnes. Voilà, j'en ai fini avec la présentation générale du Chez Soi, et mes collègues reviendront sur certaines de ces spécificités. Merci. Du coup, on va vous laisser la parole sur le temps qu'on souhaitait consacrer aux pratiques sociales, et on s'était demandé en fait en quoi ces nouvelles pratiques, elles réenchantent un peu le travail social. Et puis dans le débat qu'on a eu en préparant cette première question, on s'est dit, mais en fait, c'est quoi qu'est-ce que les personnes concernées font faire aux équipes de professionnels, et comment, en sortant d'une logique d'hébergement et en allant sur des logiques
de droit commun et d'interpellation de la personne de service, qu'est-ce que ça faisait faire aux équipes? Ce que je vous propose, c'est que les deux associations répondent et puis derrière qu'on ait un temps d'échange, si vous le souhaitez, par rapport à cette première entrée. Alors, je ne sais pas si c'est clair ou si c'est… Vous voulez que je commence à prendre la parole? Oui, vas-y Stéphanie. Oui. Donc nous, sur la partie accompagnement, en fait, on a essayé de pointer des éléments qui sont peut-être particuliers à notre dispositif. Après, c'est vrai que j'ai vu dans les questions… Est-ce que je réponds aux questions maintenant, peut-être? La première question. Ah, j'entends pas. Juste à la première question. Et en quoi ça a réenchanté le travail social et qu'est-ce que le travail social fait? Oui, oui. Non, mais je voyais qu'il y avait une question par rapport des personnes qui disaient comment une personne peut payer 100% de son loyer. Donc, en fait, les personnes qu'on accompagne, elles ont des ressources. Donc, le minimum de ressources, c'est déjà le RSA. Et donc, on trouve des logements qui correspondent en fait au budget en fait, de la personne. Donc, elle est dans un bail direct avec des ressources RSA minimum, AAH pour d'autres. Donc, moi, j'ai ciblé dans notre accompagnement ce qui était particulier. Donc, déjà, le service est conçu pour essayer de lever les freins de l'accès au droit. Donc, du coup, dans notre… Ah, je crois qu'on a perdu. On l'a perdu, je crois. Effectivement, il y a sa caméra déjà qui ne fonctionnait plus, on l'a perdu. Donc, Carole, non, c'est Laetitia, non, je crois que c'est Laetitia. Si tu veux bien prendre la parole le temps que Stéphanie revienne et puis elle reprendra. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous entends. C'est bon, vous m'entendez? On t'entend, vas-y. Ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ça s'est éteint d'un coup. Je suis désolée. Je peux continuer? Oui, vas-y, vas-y. Alors, j'ai plus d'image, mais… donc, je disais… donc, nous, on ne va pas reprendre les outils classiques de l'accompagnement et puis Claire en parlait aussi, c'est-à-dire qu'on fait… Je pense qu'on va essayer de traiter le problème singulier de la liaison avec Totem et on va laisser la parole à un chez-soi d'abord avec Laetitia du coup. Excusez-nous pour le petit souci technique, c'est les aléas. Voilà, je suis désolée. Vous m'entendez? Anne-Laure, est-ce que tu peux désactiver le son de Stéphanie, s'il te plaît, pour qu'on puisse régler ça et puis on donne la parole à Laetitia pour continuer et ne pas faire subir aux spectateurs et on voit avec Stéphanie pour régler le problème technique. Donc, est-ce que tu peux l'enlever des conférenciers? Il y a trop de problèmes techniques. On va voir avec elle en off. Merci Anne-Laure. À Laetitia. Bonjour. Du coup, effectivement, dans ces questions de modalité d'accompagnement, c'est vrai que nous, au Chez Soi d'abord, on a effectivement plusieurs philosophies ou alors marche à suivre. C'est surtout l'horizontalité dans notre équipe pluridisciplinaire. On a une équipe composée de personnes sortant du social, aussi du médical et aussi des travailleurs pairs, j'en fais partie. Donc voilà, dans peut-être d'autres structures classiques, les personnes avec des statuts différents ont peut-être une importance les unes les autres qui sont assez différentes, des missions très distinctes aussi. Dans une équipe, je ne sais pas, un CMP par exemple, le psychiatre chapeaute un peu les infirmières peut-être, etc. Dans notre équipe à nous, ce n'est pas le cas. Comme l'a dit Claire tout à l'heure, on a chacun notre spécificité et à la fois, on est sur un modèle horizontal, c'est-à-dire que la parole est donnée à tous les membres de l'équipe pour amener une réflexion, nourrir une réflexion justement pluridisciplinaire.
ça amène aussi une multiréférence parce qu'on n'est pas… les personnes qu'on accompagne, on les appelle nos locataires et justement, on n'a pas de locataire référent, si vous voulez. Chacun est un peu référent de tout le monde et du coup, ça amène aussi des regards croisés, des regards un peu différents qui ajoutent justement un plus dans l'accompagnement. Dans l'équipe, des fois, on n'est pas toujours d'accord, on a des fois des avis complètement opposés et partagés et justement, c'est ce qui fait notre force parce que justement, ça crée du débat, on en discute. Pour ce qui est où est-ce que la personne nous amène, qu'est-ce que la personne nous fait faire, j'aurais 1 million d'exemples à vous donner. Les exemples les plus forts que je peux trouver, c'est par exemple une infirmière qui fait un dossier d'aide financière, alors que classiquement, elle ne ferait peut-être pas ça ailleurs. Le psychiatre qui monte des meubles. Pendant le confinement, on avait aussi effectivement des modalités un peu particulières. On avait souvent des entretiens téléphoniques avec les personnes, donc on se répartissait les personnes à appeler. Et dans cette période-là, un de nos travailleurs pairs, axé psychiatrie, a pu avoir une grande conversation avec un de nos locataires sur l'entente de voix, chose que peut-être dans un schéma classique, un psychiatre ou un psychologue aurait peut-être fait. Donc voilà, ça nous amène à mixer un peu les rôles habituels, à apprendre aussi des pratiques de nos collègues, ce qui fait un peu un mix, si vous voulez, et ce qui donne des choses pas habituelles. Voilà, je ne sais que trop dire de plus. C'est vrai que pour ma part, c'est un peu particulier d'être là avec vous parce que, étant une ancienne usagère de Totem, ce qui m'a permis un peu de me sortir la tête de l'eau, je n'ai pas la notion de réenchantement dans le travail social. Et je tiens à dire que pour moi, le Housing First, ce modèle est un peu normal du coup. Et j'ai du mal à voir ce qui réenchanterait le travail social parce que pour moi, c'est ce qu'il faut faire en fait. Donc, voilà. Merci, bonne réponse. Et à la fois, quand on arrive au terme d'hébergement et qu'on est travailleur social, c'est un modèle qui ouvre de nouvelles voies, en tout cas par rapport à une forme d'impuissance. Et le fait aussi de croiser d'expériences différentes aussi amène d'autres champs de réflexion. Je ne sais pas si on a pu résoudre le problème ou si on laisse la parole peut-être pour un premier échange. Alors, en attendant de voir si on peut résoudre le problème technique avec Totem, il y a des questions là qui sont posées, donc effectivement, on va essayer aussi d'y répondre. Donc, sur la question d'un homme accompagné dans un CHRS dans le diffus pour qui l'évaluation souligne que le modèle de ce dispositif n'est pas adapté, un monsieur qui demande de l'aide par rapport à la santé, qui demande beaucoup d'aller vers. Alors, moi, j'aurais tendance à répondre, mais je vais peut-être vous laisser répondre en tant que professionnel, mais d'abord, je ne vois pas en quoi le fait d'habiter dans un logement empêcherait des allers-retours vers le CMP. Et la question, elle n'est pas du tout sur la réponse d'hébergement, qui est un statut singulier, qui est un statut qui n'est pas de droit commun. Et le fait d'avoir un logement, pour moi, n'empêche pas, et au contraire, un accompagnement, une présence qui permettent à la personne d'avoir le soutien nécessaire et l'accompagnement nécessaire. Je ne sais pas si… Peut-être juste un élément, deux choses. La première, l'orientation vers un chez-soi d'abord est séparée du travail d'accompagnement. Donc, c'est moi-même et la commission d'orientation qui est composée de Point d'eau, le MLPP, le XAPA de Saint-Martin-d'Air et l'unité sanitaire niveau 2 de la maison d'arrêt de Vars, qui décide en fait de l'orientation des personnes. Et ça, c'est un élément extrêmement important. L'ensemble de mes collègues qui travaillent dans l'accompagnement
ou la gestion locative adaptée sont sur ces dossiers-là et ne se préoccupent pas et n'ont pas connaissance des dossiers qui peuvent arriver en amont vers le chez soi d'abord. C'est une fois les personnes intégrées qu'ils vont commencer à faire connaissance avec eux. Donc ça, c'est une modalité un petit peu particulière, parce qu'il y a de la confidentialité en fait sur ces orientations. Je l'ai dit tout à l'heure, les deux critères fondamentaux, c'est l'itinérance, la grande itinérance. C'est un dispositif qui a été pensé pour des personnes à la rue. Sachant que plus d'un tiers des personnes à la rue souffrent de troubles psychiatriques sévères et que rien d'existant ne correspond à leurs besoins, eh bien, le chez soi d'abord a pu être, le modèle a pu être constitué. Donc, ce sont deux éléments extrêmement importants. Néanmoins, par exemple, il a été possible d'accepter dans le dispositif une personne qui se trouve, par exemple, être propriétaire d'un logement, mais qui est en grande itinérance, parce que les troubles psychiatriques l'ont amené dans cette itinérance et dans ce détachement total de toute sa situation administrative. Et donc, le défi, justement, du dispositif, c'est de pouvoir ramener une personne comme celle-ci, qui est à la rue, qui vit à la rue, de pouvoir la ramener aussi vers les soins de santé mentale. Donc, on essaye d'aller un petit peu, je dirais, creuser dans l'histoire des personnes qui peuvent arriver. On trouve une personne à la rue et on peut s'apercevoir effectivement qu'elle a son passé, son histoire, et des choses qui sont surprenantes en termes d'accompagnement et qui auraient pu être excluantes à un moment donné. Merci. Alors, les questions pleuvent, donc on va essayer de mixer parce que sinon, on va perdre un peu le fil de notre webinaire. Alors, encore désolé par le souci qu'on a avec Totem. On va poursuivre et en même temps, on va essayer de… Ok, là, j'ai le son, donc je peux vous parler. on a le son, mais on n'est pas encore bien en interaction. Ok, d'accord. On va tâcher d'avancer simplement. Ce qui nous a intéressé aussi en essayant de relater ces deux expériences, c'est de s'intéresser à la notion de trouble de voisinage, parce que très souvent, dans les expériences, ou quand on rencontre des équipes qui sont plutôt dans des logiques d'hébergement, ils nous disent « mais qu'est-ce qui va se passer dans le logement ? Est-ce que ça va pas, est-ce qu'on peut être en capacité ?» C'est toujours cette question-là, puis qui vient aussi du modèle anglo-saxon, des normes capacitaires, à habiter son logement. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que ça a fait faire et en quoi c'est une question qui nous renvoie entre trouble du voisinage et le voisinage qui est troublé. Voilà, donc je laisse peut-être la parole sur cette thématique. Tu cliques juste sur la vidéo, les codes. À Carole, je pense, ou à Claire. Dites-moi, c'est Carole. En te présentant bien sur ton expérience. Ok, donc bonjour, Carole Tessier. Donc, je travaille chez soi d'abord Bassin Grenoblois. Donc, je suis responsable de la gestion locative adaptée. Pour parler de ce voisinage troublé et de ces troubles de voisinage, j'aimerais commencer par lire un court extrait d'un mail qu'on a reçu qui ressemble à plein de mails qu'on reçoit du côté de l'équipe GLA, ces troubles. Voilà, je vais en lire juste quelques lignes et un peu pour introduire le propos. Ouvrez les guillemets. Avez-vous pu vous rendre compte en personne de la façon dont vit cette personne, dans 18 ou 20 mètres carrés avec ses 3 chiens qui font leurs besoins de partout? Avez-vous pu sentir son odeur? Auriez-vous envie de laver votre linge après le sien dans la laverie de la copropriété tellement elle empeste après son passage? L'avez-vous titubé dans les parties communes, totalement ivre ou drogué, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit? Comprenez bien que je n'ai rien contre le fait de reloger des personnes en difficulté, dans la mesure où elles sont capables de s'adapter et de respecter leur nouvel environnement. Ce locataire a la chance de bénéficier depuis plusieurs mois d'un logement confortable, d'une salle de bain, d'un système de chauffage, etc.
bref, de tout le confort que d'autres n'ont pas la chance d'avoir. Et par son attitude, il montre clairement sa volonté de ne pas vouloir faire l'effort de se plier à notre règlement de copropriété. Voilà. Donc, on reçoit ce genre de mail et l'enjeu, c'est vraiment de prendre en compte les problématiques soulevées par les copropriétés, les syndics, les bailleurs, les voisins, mais tout en soutenant les locataires. Et ça, c'est vraiment très important dans notre pratique, d'avoir une écoute attentive de ces témoignages-là, même si à la première réception, ça fait un peu mal au bide, ça peut provoquer aussi une forme de colère et aussi d'incompréhension de notre part, de la part des collègues. Et pour autant, il faut aussi accueillir ces propos-là et travailler en équipe et avec le locataire. Donc, je dirais que l'équipe gestion locative adaptée, qui est interne à l'équipe générale du Un Chez Soi d'abord, viendra après, je crois, sur ce choix d'internaliser la GLA au sein du groupement de coopération sociale et médico-sociale, mais ça permet d'avoir un premier traitement de l'information, de la décrypter, d'apaiser les voisins, les copros, les syndics, de leur expliquer ce que fait l'équipe d'accompagnement social et médico-social, quel est son rôle et aussi quel est notre rôle, nous, en tant qu'intermédiaire locatif et gestionnaire d'un logement. On essaye, là aussi, d'appliquer les principes du rétablissement à la gestion locative adaptée. Donc, dans le soutien aux locataires, comme je le disais, mais aussi dans la responsabilisation. On rappelle évidemment les droits et les devoirs des locataires. Parce que dans ces situations-là, on doit aussi appliquer nos devoirs de locataires, puisqu'on est pour beaucoup en location sous location. Et que, en tant que locataire, on doit assurer ce qu'on appelle la jouissance paisible du logement, mais c'est aussi une de nos obligations en tant que gestionnaire du logement, de garantir à l'ensemble des occupants d'une copro cette jouissance paisible. Donc, on est toujours dans cet interstice d'apaiser les uns, mais aussi les autres. Ce qui peut se révéler parfois compliqué dans la médiation, dans des situations qui ont un peu débordé, où en fait on devient partie prenante et assurer la médiation devient un peu plus difficile. Et ce qu'on a pu réussir à mettre en œuvre par moment, c'est d'aller voir des voisins en binôme toujours, et un binôme accompagnement et un binôme une personne de la gestion locative. Et dans notre discours, c'était de dire aux voisins, il y a une problématique, on a des chemins différents, mais on a quand même le même objectif, c'est que la situation s'améliore. Le collègue qui était là pour l'accompagnement disait, écoutez, oui, il vous empêche de dormir. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pas qu'il vous empêche de dormir, c'est qu'à 3 heures du mat, il est très mal chez lui. Et moi, de dire, oui, mais quand même, tu exagères, il faut quand même respecter ses devoirs de locataire. Ce qui est parfois un peu compliqué, c'est là aussi, cette gestion locative adaptée, aussi, elle s'adapte aussi au voisinage et aux représentations du voisinage.
il y a des troubles qui sont avérés parce qu'il y a effectivement des débordements, beaucoup de bruit, des disputes, des bagarres, des encombrements de parties communes. Et après, il y a des personnes pour qui il n'y a pas de troubles avérés, mais qui peuvent gêner, déranger parce qu'ils sont marqués enfin, en tout cas, les voisins leur collent des stigmates de la rue. Enfin, j'avais un échange avec une voisine encore en début de semaine qui disait « Mais vous vous rendez compte? Il boit et vous vous rendez compte? Peut-être qu'il va foutre le feu chez lui tellement il fume. » Et elle était extrêmement en colère. Dire « Oui, désolée madame, mais oui, il boit, il fume chez lui. » Donc, voilà ce que je peux dire de ce voisinage troublé et de la manière dont nous, on travaille là-dessus. Au risque de me répéter, voilà, on est vraiment sur une équipe gestion locative qui est un peu le bureau des plaintes des voisins. Pendant le confinement, on s'est posé la question d'avoir une astreinte 24/24 pour les voisins. Après, on s'est dit, non, quand même pas, faut pas exagérer, mais tout en restant quand même extrêmement disponible. On ne règle pas des situations tout de suite en un claquement de doigts. En revanche, on est réactif dans la réponse. C'est OK, d'accord, on reçoit ce message, on va discuter avec le locataire, on en discute aussi en équipe sur comment on peut apaiser la situation. Voilà. Merci. Effectivement, la citation du mail est assez étonnante. Peut-être en regardant là, le fil des questions auxquelles moi j'essaye de répondre quand c'est un peu général, mais il y a une série de questions où je me dis qu'il faut peut-être qu'on prenne le temps là d'en débattre, qui est autour de comment ça s'organise là, ces différents métiers, cette horizontalité. Et donc je sors un peu du cadre qu'on s'est donné, mais pour essayer aussi de répondre aux questions de la salle. Donc peut-être je vais demander à Claire, de son point de vue, voilà comment cette horizontalité, cette pluridisciplinarité, ces métiers comme les pères aidants, voilà, se mettent en œuvre. Pas toujours facilement, parce que nous aussi, on doit revoir nos approches et nos pratiques. Le propre du préjugé, c'est aussi qu'il est parfois aussi très, très enfoui. Et on ne se rend pas forcément compte d'un regard, d'une attitude, mais qui peut être lu aussi et interprété comme voilà, un manque d'attention, etc. Donc, ce n'est pas parce qu'on pratique que l'on est forcément exemplaire. En tout cas, on essaye de le devenir, on essaye de changer nos approches et nos pratiques. J'ai vu une des questions qui demandait dans cette horizontalité, quid de la participation du locataire. Il y a bien évidemment des discussions parfois houleuses au sein de l'équipe, dans les bureaux, mais le principe, c'est pas de décision prise sans le locataire. Donc on peut débattre, on peut exposer différents points de vue, différentes approches, mais c'est vrai qu'il faut que le locataire puisse être présent quand des décisions qui concernent sa vie, seront prises. Peut-être Laetitia, tu as aussi quelque chose à dire sur cette notion d'horizontalité. En effet, c'est vrai que bon, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est peut-être pas facile à pratiquer tous les jours. Moi, c'est un peu mon cheval de bataille et mon dada de me dire, OK, c'est pas parce que le psychiatre de l'équipe dit ça, par exemple, qu'il a forcément raison. Et donc, en fait, effectivement, ça crée des fois des débats houleux. Et en même temps, c'est toujours la personne au centre, puisque de toute manière, c'est elle, le sujet d'accompagnement. C'est elle qu'on accompagne et surtout, c'est sa vie. Donc, c'est surtout ne rien faire sans son accord et ne rien faire sans elle. C'est-à-dire que oui, on peut débattre d'une situation difficile d'un locataire. En revanche, la question qui se pose toujours
Et la seule question qui, pour moi, est fondamentale, c'est mais qu'est-ce que lui, il veut? Qu'est-ce que lui, il pense? Voilà, c'est ça la base de notre accompagnement avant tout. Merci. On jette un œil en même temps aux questions. Je crois que sur le travail effectué auprès des voisins, peut-être, Carole, tu peux, même si tu as apporté pas mal d'éléments, mais je trouve, est-ce que en fait, vous avez un préalable, c'est d'aller voir les locataires autour ou au contraire, surtout pas parce que euh, bah, tout ne va pas générer un problème en fait, de voisinage, j'entends. Là aussi, c'est vraiment au cas par cas et c'est le locataire qui décide en fait. Il y en a qui très naturellement et rapidement en fait, vont voir leurs voisins comme parce que bah, salut, j'habite là et au passage, est-ce que tu auras un peu de sel s'il te plaît et je m'appelle machin et voilà. Et puis d'autres pour qui ça ne se passe pas. Mais en tout cas, nous, il n'y a pas une démarche proactive de l'équipe, ni de l'équipe d'accompagnement, ni de l'équipe gestion locative pour dire salut, on est le marché Savoie d'abord, on est locataire d'un logement ici, on accompagne madame et monsieur, et il va habiter là. Après, donc on a beaucoup de logements, enfin, on a plus de logements dans le parc privé que dans le parc, sur le parc social. Les agences immobilières et les propriétaires privés avec lesquels on travaille savent ce qu'on fait. Le discours et l'argumentaire locatif est très transparent. Donc après, s'il y a, je veux dire divulgation, mais ce n'est pas vraiment le mot, mais si après dans le voisinage, le logement du 4e étage, porte 109, est repéré comme le logement loué par l'association machin, avec une personne qui est accompagnée dedans, ce sera parce que le syndic aura communiqué sur cette information lors d'un conseil syndical, par exemple. Ça arrive et c'est pas forcément, c'est pas toujours négatif d'être identifié à tel endroit. Mais en tout cas, voilà, juste pour dire que nous, on n'a pas cette démarche-là proactive. On s'est posé plein de fois la question. Peut-être qu'on continuera de se la poser. Mais voilà, pour le moment, on n'a pas statué là-dessus. Oui, mais je comprends assez bien la position. Je pense qu'on a répondu. Ça m'évoquait avec moi la question, tu en as parlé, de comment ça stigmatise une population pour laquelle, en plus, le risque n'est pas forcément avéré et n'est pas plus avéré qu'ailleurs. Pour avoir travaillé dans des copropriétés, vous pouvez avoir des situations qui ne relevaient pas d'une prise en charge sociale comme le public d'un chez-soi d'abord et qui génèrent des troubles de voisinage compliqués à gérer. Et donc, je trouve qu'on a une tendance à penser les problèmes avant même qu'ils existent et pour le coup, sur cette population, à être très stigmatisant. Et par ailleurs, on est aussi dans une culture de construction immobilière qui génère des comportements très individuels. Si vous regardez les programmes immobiliers, je parle des programmes immobiliers classiques, d'accession à la propriété, on va vous mettre des visios, on va vous dire qu'il y a très peu d'espace où on se rencontre pour privilégier l'espace individuel. Là où avant, et c'est ce que fait par exemple des mouvements autour de l'habitat participatif et coopératif, où les constructions se font sur le principe de la convivialité, et où du coup la convivialité impose la rencontre de l'autre, et effectivement l'anecdote du café qu'on va demander participe aussi de ça, et de connaître son voisin en fait. Et je trouve que le contexte, il n'est pas simple, indépendamment de la question sociale. Est-ce que je peux ajouter une dernière chose? Oui. Dans le film qu'on voyait au départ, je ne sais plus qui disait qu'il s'agissait aussi de combattre les idées fausses. Et il y a beaucoup de ça
dans ce travail d'intermédiation locative. Et voilà, encore un exemple, un locataire qui est dans un immeuble, et ça fait plusieurs mois que c'est assez compliqué, qu'on reçoit des mails quasiment tous les jours, des appels téléphoniques des voisins, du proprio qui ne souhaite plus qu'on soit locataire du logement. Et il y a quand même beaucoup de discussions avec les voisins, en présence du locataire, avec nous. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelques semaines, la situation s'est un peu... Enfin, voilà, c'est renversé, où une des voisines a eu un long échange avec le locataire. Et puis, en fait, maintenant, là, depuis 2-3 semaines, elle m'appelle pour me dire, bon, écoutez, j'ai beaucoup discuté avec monsieur. Oh là là, mais quand même, je comprends, hein, je comprends. Bon, écoutez, nous, on va essayer de l'aider un petit peu, ce monsieur, parce qu'il est sympa quand même, c'est pas lui. Mais... Et du coup, ça nous scotche, parce que, en fait, en vrai, on n'a pas fait grand-chose. On a peut-être essayé d'apaiser un peu, d'expliquer. Mais là, pour le coup, c'est lui, c'est ce locataire en question, qui s'est aussi saisi de ça, des échanges avec des voisins pour se raconter peut-être un peu. Et du coup, la situation est différente maintenant. Alors, le propriétaire veut quand même récupérer son logement et on va devoir le restituer, mais la situation est moins houleuse, moins violente que ce qu'elle a été sur ces derniers mois. Okay. Voilà. Je propose qu'on laisse à la salle, en fait, peut-être. Ah, bonjour, Stéphanie. Oui, je vais revenir. Est-ce que je peux revenir dans la participation autour de ces questions-là de médiation de voisinage? C'est vrai que dans la médiation de voisinage, moi, ce que je voulais rajouter, alors il y a toute une partie, je suis désolée, on a eu un problème de connexion, je n'ai pas pu entendre, mais la médiation locative, c'est nous, on le perçoit aussi comme un plus qui est apporté aux locataires comme aux propriétaires, et au final, on est quelque chose, une réalité augmentée, quoi, parce qu'un locataire lambda, il a qui pour faire médiation? Il a peut-être un ami ou quelqu'un qui peut le soutenir. Tandis que là, il y a quand même une équipe qui est réactive, comme le disait Carole, très rapidement. Donc, ça permet pas d'anticiper, mais d'éviter que ça envenime ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est vraiment un plus. Et il faut faire très attention à ne pas instituer cette médiation et de rester le plus en retrait possible, parce que c'est sûr que ça peut arranger tout le monde, mais on n'est pas dans la réalité, quoi. Et sur les médiations locatives, nous, je ne sais pas ce que vous aviez dit avant, mais on est vraiment en appui de la personne, quoi. C'est vrai que ça peut être pour certains nouveaux d'accéder à un logement. Pour d'autres personnes, elles ont eu auparavant. Mais d'être en étayage à côté d'elles pour essayer de pouvoir s'exprimer, pour essayer de comprendre la situation, de pouvoir faire respecter ses droits, parce que ce n'est pas toujours dans le sens qu'on croit aussi, les problèmes de voisinage, c'est dans les deux sens. Et l'aider à gérer ces difficultés que tout un chacun peut rencontrer en tant que locataire. Et nous, en se penchant sur ce sujet-là, on s'est rendu compte que sur les anciens suivis de Totem, parce qu'en fait, il y a toute une partie, on accompagne 25 personnes, mais sur les 25 personnes, et au bout d'un certain temps, au bout quand l'accompagnement est terminé, on peut leur proposer d'être dans le service de suite. Le service de suite, c'est de leur dire, vous nous interpellez si vous avez besoin. C'est une sorte de dispositif qui permet d'éviter des retours à la rue ou des ruptures de suivi. Donc, dans ces personnes qui sont locataires, il y avait 40 personnes, donc sur 69 personnes accompagnées, 56 ont accédé au logement et 40 ont maintenu leur logement. Sur ces 40 personnes, on a 0 retour de médiation locative. Ce qui montre bien que c'est une période, à un moment donné de la vie de locataire, que cette médiation, elle peut être utilisée, saisie, et même pas pour toutes les personnes, mais que par la suite, une fois que la personne est stabilisée dans le logement, zéro besoin. Parce qu'ils ont toujours nos numéros, hein, mais non, 0 besoin. Merci, ravi de te retrouver. On va laisser la parole à la salle, peut-être. Alors, je ne sais pas si des gens ont levé les mains, etc., pour poser un peu des questions directes ou des commentaires, bien évidemment. Ce n'est pas forcément une question. Oui, je vous encourage à lever la main ou poser directement vos questions. Là, lever la main, ça sera plus rapide pour que vous puissiez intervenir en direct
Pour le moment, on n'a personne qui a levé la main. Mais n'hésitez pas à lever la main. On n'a pas forcément de… Et qu'à un moment, j'ai dû lire comme quoi il n'y avait pas le temps donné, donc il faut vraiment voilà, lever la main parce qu'on n'a pas forcément la visibilité de l'ensemble. Et l'idée aussi, c'est qu'il puisse y avoir un échange au-delà des questions écrites, mais qui permettent aussi quand même de nous nourrir et d'essayer de vous répondre en direct. On va terminer par le dernier moment qui était un peu de nous interroger sur comment ce modèle-là, il peut s'essaimer, comment on peut essaimer ces nouvelles pratiques et voilà, se projeter. Alors, en se disant bien qu'il y a un écueil, mais qu'on retrouve d'ores et déjà avec le système de l'hébergement, qui est la question du logement de droit commun accessible. Donc ça, on la connaît. Elle est déjà présente avant même que le logement d'abord se déploie. Et donc, on ne va pas y revenir parce que ce n'est pas qu'on ne veut pas en parler, mais c'est qu'on connaît déjà pas mal le contexte. Et là, c'était plutôt d'interroger les acteurs sur si ce modèle leur paraît intéressant, à quelles conditions on pourrait l'essaimer. Et dans le terme essaimer, c'est bien de pouvoir être approprié par les équipes avec leur spécificité et leur contexte local. Eh ben, on va laisser la parole à Stéphanie, qu'on n'a pas eu beaucoup avec son problème technique, pour commencer. Oui, je suis frustrée. Je suis énormément frustrée. Mais bon, nous, sur cette partie-là, ce qu'on voulait plus échanger avec vous, c'était sur un peu les questionnements qu'on a aujourd'hui vis-à-vis de la pratique et du changement sur le territoire et du changement de la précarité, en fait. Parce qu'on s'est rendu compte plus sur notre fonctionnement, en fait, on s'est rendu compte que les personnes, on va dire les vieux de la vieille, les briscards, les anciens de la rue, en fait, on a contribué quand même pas mal à pouvoir les reloger et qu'aujourd'hui, on touche un public plus jeune. Et en touchant un public plus jeune, et on sait que la jeunesse est touchée de plein fouet par la précarité, on aborde la question de l'insertion professionnelle, chose qu'on abordait très peu au début de Totem. Et c'est vrai qu'avec la mise en place du dispositif STEPS, qui s'appelait aussi Alternative à la Manche en 2014, donc c'est un dispositif qui permet aux personnes qui sont très éloignées de l'emploi de pouvoir travailler 40 heures dans un chantier d'insertion. Donc que ce soit sur des demi-journées ou sur des journées. Et suite à ces expériences-là, de faire un bilan au niveau professionnel, de voir comment elles peuvent être réorientées vers des dispositifs d'accompagnement vers l'emploi renforcé ou des réinscriptions à Pôle emploi. Donc, c'est vrai que la dimension emploi, c'est des choses qui avaient été développées sur le Chez-Soi Marseille, par exemple, puisqu'ils ont fait un travail d'abord, je crois que c'était le nom du dispositif. Et c'est vrai que c'est ce qu'on voit, ce qui peut découler à un moment donné de la stabilisation dans le logement, c'est reprise des soins de santé en général, reprise des liens familiaux et moins d'isolement, et la dimension du travail. Ce qu'on a repéré aussi, c'est que nous, sur notre public, on a 84% d'hommes, ce qui veut dire qu'on a 12% de femmes accompagnées à Totem, alors qu'on a 40% de femmes à la rue. Donc là, on se pose la question de l'invisibilité des femmes. Comment toucher ce public pour qu'il puisse nous saisir en cas de besoin? Et puis, on se pose énormément aussi la question, on essaie de se former, et parce qu'on voilà, c'est des questions qui sont aussi nouvelles pour nous sur les violences faites aux femmes. On a aussi des questions concernant… Alors, nous, on a fait un projet chien, parce que projet chien, c'est de dire, c'est vrai qu'à un moment donné, passer de la rue au logement quand on a un animal de compagnie, ça peut créer des réaménagements de vie et une réorganisation. Donc, on a proposé à ce que des éducateurs canins puissent proposer leurs services aux personnes qui en ont besoin. L'objectif, c'est d'aider les personnes à se stabiliser dans leur logement. Et puis l'idée aussi, c'est de faire évoluer les mentalités autour de l'accueil des personnes avec chiens, que ce soit dans les services d'hébergement, parce que c'est vrai que c'est un facteur encore d'exclusion aujourd'hui. Donc, on va continuer là-dedans.
on se pose toujours la question de l'accès au numérique. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, quasi toutes les démarches se font par le numérique. Donc, comment aider les personnes à pouvoir accéder à du matériel, accéder à des points, repérer les points où ils peuvent accéder au numérique. Qu'est-ce qu'on a aussi tout un travail autour de la polytoxicomanie, vu qu'on a un public qui est majoritairement polytoxicomane. C'est vrai que nous, on a développé une pratique donc avec le travail pair et la réduction des risques. Je ne sais pas si vous en avez parlé tout à l'heure, mais là, on est dans une démarche de réduction des risques et des dommages liés aux consommations de drogue. Donc, c'est distribuer du matériel pour éviter les infections dues au surdosage ou aux injections. C'est une manière de pouvoir casser le tabou en fait sur les consommations, et dans ce cas-là, on peut aussi discuter en fait sur l'impact que ça a dans la vie de la personne, sa consommation, sur son budget notamment. Et puis la RDR aussi, ça permet de pouvoir accompagner les personnes vers le soin quand elles le souhaitent, pour pouvoir notamment s'insérer, accéder à des soins de substitution qui sont des paris pour l'insertion. Et nous, ce qu'on essaie de mettre en avant à Totem, c'est la dépsychiatrisation des soins en addiction, c'est-à-dire trouver des soutiens dans l'entourage, que ce soit par les groupes de pairs aidants, que ce soit par les travailleurs pairs notamment, mais aussi par les médecins de ville. Voilà, c'est remettre en fait le soin addicto dans la ville. Voilà à peu près nous les points saillants, en fait, les questionnements qu'on a aujourd'hui. J'avais envie de revenir sur l'horizontalité dont vous parliez tout à l'heure. Je ne sais pas si je peux. Ouais. C'est vrai que nous, dans notre principe d'accompagnement, on a la multiplicité des métiers au sein de l'équipe. Donc, on a travailleurs pairs, éducateurs et une infirmière. L'idée, c'est de pouvoir s'acculturer les uns les autres et partager nos savoir-être et nos savoir-faire. Et en fait, le point fort du travail pair, c'est donc une personne qui a connu les mêmes problématiques que les personnes accompagnées, qui a envie d'accompagner, qui a les compétences pour accompagner les personnes et qui est elle-même dans un processus de rétablissement puisqu'elle a un emploi et un logement. Donc voilà, elle fait partie de l'équipe, elle est salariée. Et le travailleur pair, c'est aussi une possibilité qu'on donne aux personnes d'avoir un contact relationnel, une accroche relationnelle supplémentaire. Quelqu'un va plus s'accrocher avec un éduc, quelqu'un avec un travailleur pair. En fait, vu qu'on travaille en multi-référence et que tout le monde est référent dans toutes les situations, ça permet aux personnes d'interpeller qui il veut, quand il veut, enfin qui il veut, quand il veut. Voilà, la possibilité de pouvoir interpeller quelqu'un très facilement. Et c'est un étayage positif aussi pour les personnes, de voir que le travailleur pair est dans un dispositif de rétablissement et que peut-être par identification, c'est un étayage positif. Et au sein de l'équipe, je dirais que c'est une richesse parce que le fait de travailler ensemble et de s'appuyer sur les expériences des uns et des autres, en fait, on apprend, on est constamment dans un processus d'apprentissage. Et la multiréférence, en fait, nous, c'est un outil qu'on a mis en place à Totem dans le principe de dire, voilà, qu'est-ce qui va pouvoir éviter les biais de la référence? Parce qu'on a repéré des biais dans la référence unique, c'est la domination, l'effet de domination, dans le sens où le référent, c'est lui qui possède l'information et les autres ne la possèdent pas. Donc déjà, on casse ce biais-là. Et c'est aussi le fait que le référent, il n'est pas forcément choisi. Ou alors, à un moment donné, on n'a plus envie de le choisir. Donc, ça casse aussi ce biais-là, de dire, voilà, multi-référence, il est possible d'être accompagné par tout le monde. Après, pour certaines personnes, ce sera plus facile d'avoir un référent. Et dans ce cas-là, on respecte son besoin de son besoin. Mais voilà, c'était pour dire que la multiréférence, ça rompt avec ce concept de guichet unique et ça ouvre les possibilités d'accéder aux droits et d'accéder à un suivi général. Merci. Je vais rebondir, Claire, Laetitia ou Carole, sur peut-être cette question-là d'essaimage. Je vais commencer, puis peut-être les collègues pourront compléter. L'essaimage du logement d'abord, hein, c'est pour bien préciser,
Ce n'est pas simplement la mise à disposition de logements et de logements abordables, c'est vraiment un modèle d'accompagnement intensif, hein, et c'est vraiment la clé du logement d'abord, c'est l'accompagnement. Donc, quand on parle de logement d'abord, on parle bien de cela. Ensuite, l'essaimage, il est déjà, je pense, bien en cours, largement. Il suffit d'écouter aussi les collègues de Totem, de voir qu'ils ont lancé ce dispositif il y a quand même un certain temps, qu'ils ont toute cette expérience. Donc, l'essaimage, il a déjà commencé, il est déjà bien en cours. En ce qui concerne le chez soi d'abord, déjà, quand je dis que nous sommes un dispositif d'État, c'est quand même intéressant. C'est l'institutionnalisation d'une approche qui est quand même un petit peu en dehors des sentiers battus. Donc rien que ça, déjà, c'est quand même déjà assez intéressant, je trouve. Ensuite, le fait que le Chez Soi d'abord soit inscrit dans le plan quinquennal du logement d'abord, ça signifie qu'à l'horizon 2024, c'est 20 villes françaises qui vont ouvrir qui auront ouvert des dispositifs du Chez Soi d'abord. C'est 2000 personnes qui seront accompagnées dans ces modalités spécifiques. Donc c'est quand même important. À Marseille, il y avait une question sur l'engorgement des dispositifs une fois les 100 personnes accueillies et accompagnées, puisqu'on est un dispositif du temps long. Et bien à Marseille, les pouvoirs publics ont décidé de doubler la capacité. Et donc c'est un deuxième Chez Soi d'abord qui s'ouvre à Marseille pour accueillir à nouveau 100 personnes. Donc ça, c'est quand même déjà bien en route. Et puis peut-être plus localement, on est quand même dans une zone, alors département, région, ville aussi, qui sont quand même des acteurs assez novateurs, parce qu'il y a nos dispositifs, mais il y a également d'autres initiatives. Le fait, c'est pas anodin, hein, que les porteurs de totems du Chez Soi d'abord soient en partie les mêmes, hein, entre l'oiseau bleu et le relais aux ânes, et qu'ils essayent aussi d'essaimer ces formations au rétablissement, dispositifs qui ne sont pas a priori sous les modalités, hein, pratiques du chez-soi de totem. Donc c'est en cours. Et puis on a aussi la chance dans cette zone d'avoir des plateformes, hein, je pense à la plateforme du travail pair et la plateforme pour la participation. Quand je parlais avec un collègue d'une autre ville qui lance le Chez Soi d'abord, qui me disait, mais chez nous, le travail pair, on ne sait pas ce que c'est. C'est inconnu. Et je dois recruter des travailleurs pairs. Je n'en connais pas parce qu'eux-mêmes ne se connaissent pas. Donc c'est ça aussi. En tout cas, nous, ici, on a quand même cette chance d'avoir toutes ces initiatives. Et une dernière chose sur laquelle je voulais insister, c'est aussi en termes de... Je disais tout à l'heure que le rétablissement en santé mentale, c'est ce qui nous amène aussi à ces fonctionnements bien particuliers, ces approches et ces modalités de travail bien spécifiques. Et c'est aussi important de voir que le rétablissement en santé mentale se diffuse et de voir qu'on commence à identifier aussi un certain nombre d'acteurs qui sont sur le rétablissement. Quand on a rencontré l'UNAFAM, c'était un réel plaisir pour eux de rencontrer enfin aussi un organisme qui va pratiquer le rétablissement, parce qu'ils se sentaient aussi parfois bien seuls. Et je parle d'institutionnalisation, n'oublions pas, l'hôpital psychiatrique de Saint-Égrève, le centre hospitalier Alpes-Isère, fait partie des porteurs du Chez Soi d'abord. Donc c'est une énorme institution hospitalière grenobloise qui n'a pas forcément intégré le rétablissement dans l'ensemble de ses pratiques et de ses services. Il n'empêche que le Chez fait partie du groupement qui sous-tend le Chez Soi d'abord à Grenoble et le soutient à travers un certain nombre de ses services. Donc ça, c'est aussi d'une certaine forme l'essaimage. Oui, merci pour ces éclairages. Alors, deux petits commentaires. Je l'ai dit en avant-propos et c'est redit par Claire. J'avoue que le contexte grenoblois pour le Lyonnais que je suis est vraiment incroyable parce qu'effectivement, je crois que vous avez une configuration avec des acteurs qui sont dans la réflexion, des acteurs qui sont dans la pratique, etc., qui vous permettent vraiment de mettre en œuvre et d'expérimenter je trouve ce modèle-là d'une manière vraiment intéressante et critique, hein. Et donc ça, je trouve que c'est plutôt réjouissant. Et le deuxième point, c'est que, y compris les acteurs
on va dire, un peu classiques du champ du secteur de l'hébergement, qui sont regroupés pour certains dans une fédération qui s'appelle la Fédération des acteurs de la solidarité, la FAS, actuellement travaillent sur un modèle qu'ils appellent hors les murs et qui justement s'inspire complètement de ce modèle puisque les personnes seront accompagnées avec des équipes pluridisciplinaires dans des logements de droit commun en fait. Simplement, l'enjeu derrière ça, c'est de maintenir ce qu'on appelle l'autorisation administrative, c'est-à-dire le label CHRS, parce que ce label-là, il permet une stabilité de ressources et d'accompagnement que n'offrent pas les mesures, sans rentrer dans des techniques, mais les mesures de type accompagnement social lié au logement ou EML, qui sont plus complexes. Donc, y compris dans les acteurs de l'hébergement, il y a une démarche comme ça d'accompagnement de ces adhérents sur de la transformation de l'offre dans une visée qui est plus proche de celle de ce modèle-là, qui effectivement est un modèle au départ anglo-saxon, mais qui, je crois, est en train de s'imprégner des couleurs et des expériences locales, enfin nationales d'abord et locales ensuite. C'est vrai que les expériences de Housing First, elles étaient en anglo-saxonnes, elles étaient principalement avec des publics sans-abrisme, avec des troubles psychiatriques. Et du coup, la notion de rétablissement, c'est quelque chose qui est intrinsèque au système, à cette modalité-là. Et la particularité qu'on peut avoir à Totem vis-à-vis de ça, c'est qu'on est sur une entrée exclusion sociale. Et la dimension soins en psychiatrie, elle est pas dans le système du service. Et du coup, on n'utilise pas les outils de rétablissement tels que les outils définis par les plans de rétablissement ou des choses comme ça, où il y a vraiment un label. Mais on peut dire que le fait d'avoir son logement, de se stabiliser dans le logement, ça a des effets sur le rétablissement de la personne, bien évidemment, que ce soit au niveau de la santé, de ses relations, sur ses consommations. Mais voilà, il faut différencier l'outil rétablissement et le rétablissement de la personne dans son chemin de vie et dans ses expériences. Et je voyais, il y avait une question sur les impayés de loyer. Donc, en fait, sur Totem, on n'est pas forcément… tous les logements ne sont pas en gestion locative adaptée. On a des personnes qui sont locataires en titre, en bail direct, avec des bailleurs sociaux ou des bailleurs privés. On a des personnes qui sont en sous-location ou en bail glissant. Et certains sont accompagnés par l'agence immobilière à vocation sociale, d'autres pas. Mais globalement, l'objectif, c'est d'être le plus près du droit commun. Donc, quand il y a un impayé, c'est de passer par les filons ordinaires. Le propriétaire, enfin le bailleur, signale, nous, on est là en soutien pour dire, ben, voilà ce qui se passe quand on paye pas, voilà quelle est la limite, comment tu peux voir les choses, d'essayer de négocier, de trouver des plans d'appurement, de mettre en place des plans d'appurement, mais effectivement, on n'a pas de budget alloué pour les impayés de loyer et on est dans la réalité qui peut parfois aboutir jusqu'à une expulsion. Effectivement, des personnes qui n'ont pas payé leur loyer ou qui n'ont pas l'assurance habitation, ça c'est souvent quelque chose qu'on peut rencontrer parce que cette assurance habitation, au final, à quoi elle sert? Mais en fait, elle est obligatoire pour le locataire et le bailleur la demande. Donc, du coup, on ne peut pas éviter certaines situations qui peuvent s'empirer et aller jusqu'à l'expulsion. Mais quoi qu'il arrive, on est là pour accompagner les personnes sur qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, quels sont vos droits, et même vis-à-vis de l'expulsion et du traitement de votre dette, qu'est-ce qui est possible, un dossier de surendettement, des choses comme ça, essayer de trouver dans le droit commun ce qui existe pour pouvoir pallier à cette situation. Et sur Totem, on prône le principe du droit au recommencement, et de dire, voilà, une personne a pu avoir à un moment donné une difficulté par rapport à un logement, elle a pu changer de logement, et peut-être au bout du 3e logement, c'est là qu'elle s'est sentie bien. C'est un exemple. Oui, mais c'est un exemple qui illustre que parce que c'est un droit fondamental, le logement n'est pas la fin, c'est le moyen. C'est-à-dire que c'est vraiment l'un des piliers du modèle, mais auquel,
à la fois en tant que praticien, mais en tant que chercheur, je trouve que, voilà, qu'il y a une vraie pertinence. Et puis, ce qu'il faut souligner, c'est cette séparation entre l'accompagnement social et le logement. C'est très important. On peut perdre son logement, mais on aura toujours une équipe qui sera là. Tout à fait. Alors, le temps est bien sûr écoulé, donc je ne sais pas s'il y a quelques questions encore ou des mains qui se lèvent qui voudraient ajouter un commentaire. Sinon, moi, je ferai une très brève conclusion parce que l'heure tourne et qu'on est limité aussi dans le temps. Bon, mais le logement peut-être. En attendant la lecture des questions, moi, je voulais vous conseiller la lecture d'un article qui a été fait sur la Housing First par Lola Vive. Vous pouvez le trouver sur le collectif Soif. Et en fait, elle s'est inspirée de l'expérience du logement Un toit d'abord à Chambéry. Et je trouve que ça reprend voilà, toutes les choses fondamentales qu'on a pu dire aujourd'hui sur le logement d'abord. Ouais, il y a une question qui va nous emmener loin, donc sur la question de autre qu'un appartement. Alors, c'est sûr que le modèle classique ordinaire, c'est l'appartement, mais qui peut être en colocation, qui peut avoir d'autres formes. Et puis, il y a des pensions de famille aussi, qui peut être une solution. Donc, il y a cette idée, et qui est un point aveugle du logement d'abord, que on est tous des êtres qui avons besoin de liens sociaux et que la réponse d'un appartement seul, de manière isolée, n'est pas suffisant en soi et qu'il y a des besoins de liens sociaux qui peuvent s'exprimer et qui peuvent se réaliser dans les équipements de quartier, les centres sociaux, etc., mais aussi dans des expériences de logement un peu différentes, comme les pensions de famille, par exemple, et qui a certainement des solutions à inventer qui restent dans le droit commun, mais qui s'éloigne du modèle classique de son logement dans un immeuble dans lequel je ne connais pas forcément tous mes voisins. Voilà, donc c'est pour essayer de répondre un peu rapidement, c'est ça. Et peut-être aussi pour rebondir sur l'article alors de Lola Vives qui effectivement, on a aussi de la chance, et vous avez cité Julien Lévy en intro, mais on a aussi la chance en France d'avoir un secteur de la recherche qui s'intéresse aujourd'hui beaucoup à ces questions-là et qui essaye de développer de plus en plus des recherches-actions, c'est-à-dire d'offrir aux praticiens qui sont confrontés à ces expériences-là, aux personnes concernées, de faire de la recherche-action et de bénéficier à la fois du savoir scientifique, mais surtout de nourrir les praticiens de leurs propres recherches. Et vous avez la chance dans la région Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir un diplôme universitaire qui s'appelle le DU Logement d'abord et qui justement propose aux praticiens, propose aux personnes concernées de passer par la pratique de la recherche-action et Lola Vives en fait partie du comité pédagogique, justement pour venir nourrir les réflexions et progresser. C'est un système qui n'est pas… voilà, qui fait qu'on, vous l'avez dit, c'est des questionnements permanents, c'est une réflexion qui avance avec la pratique et qui est vraiment très, très intéressante à observer d'un point de vue du chercheur et je trouve quand même très, très intéressante et alléchante quand on est un travailleur social parce qu'elle nous fait aussi sortir, je crois, d'une forme d'impuissance. Voilà, je ne sais pas si nos intervenants voulaient rajouter un petit mot pour conclure, mais je les laisse éventuellement prendre d'autorité le micro. Sinon, sauf erreur de ma part, on ne doit pas être loin de la fin. Donc, je veux remercier un toit pour tous de nous avoir proposé ce temps-là. J'espère que malgré les petits soucis techniques qu'on a parfois avec la visio, vous avez pu vous nourrir des réflexions des acteurs, ce qui était l'objet de ce webinaire. Voilà, merci à vous. Je relaisse la parole à peut-être à Anissa, non? Oui, non, mais
Tu as tout dit dans ta conclusion, donc c'est parfait. Je remercie les intervenants, je te remercie également. Merci beaucoup d'avoir animé avec brio malgré les quelques soucis techniques. Merci aux différents intervenants et aux spectateurs, auditeurs, je sais plus comment on doit les appeler, d'avoir participé pour vos questions et l'intérêt que vous portez à ce sujet. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.